Christophe Blain, merci d'être venu un samedi parler d'un livre dont on ne sait pas grand-chose en fait. Non, je plaisante. Dans quel état êtes-vous, cher Christophe Blain? Je suis en pilotage automatique. Mais pas à cause du livre, pour d'autres raisons. Non, quand je parle du livre, je suis en pilotage automatique, ça vient tout seul. Je me pose plus de questions, j'ai l'habitude. La façon de faire d'Abel Lanzac et la mienne, c'est là qu'était l'alchimie, qui était vraiment étonnante. C'était que, en fait, il y a très peu de probabilités pour qu'on puisse. C'est une méthode de travail qu'on peut pas modéliser, quoi. C'est quelque chose qui s'est fait comme ça. C'est pas une méthode qu'on peut répéter. C'est une méthode qui ne peut exister que parce que c'est nous. C'est notre cuisine à nous, notre tambouille. On peut essayer de l'expliquer, mais on peut pas la théoriser. Et c'est dans notre rencontre qu'a donné la personnalité de ce livre. C'est-à-dire que c'est un livre qui est très personnel, aussi bien en premier lieu pour Abel Lanzac, parce que ça raconte son histoire. Enfin, en tout cas, il s'inspire de son histoire. C'est très autobiographique, mais c'est aussi personnel pour moi, alors que moi je l'ai pas vécu. Et ça ne pouvait marcher que parce qu'on a eu immédiatement une amitié très forte. Depuis le début de cette aventure, on parle beaucoup, et pour cause du fait que c'est un portrait, j'allais dire hallucinant, mais détonnant de Villepin, puisque il a un pseudo dans le livre, mais je pense que c'était uniquement pour éviter des ennuis. Donc c'est Villepin, et c'est le martyr en même temps de ce conseiller occulte. C'était pour pouvoir raconter les choses telles qu'on le voulait. C'est-à-dire que si on l'avait appelé Villepin, on aurait dû être exact dans les faits, dans la manière. Oui, dans le temps, etc. Dans la chronologie, on aurait dû être strictement exact, ce qui était impossible parce que ça aurait été beaucoup trop fastidieux. Ça aurait été illisible en fait. Donc il fallait qu'il y ait des synthèses chronologiques, il fallait qu'il y ait des synthèses de personnes aussi. Il aurait fallu qu'on soit exact sur tout, sinon ça n'avait pas de sens. Alors que là, ça permettait de faire des synthèses sur le nombre de conseillers. Ça aurait été incompréhensible sinon, parce que des conseillers, il y en avait 3 fois plus. Il fallait parfois créer un personnage qui s'exprimait au nom d'une dizaine d'autres, ou de 2 autres, ou de 3 autres. Mais alors, ce qui est formidable, c'est que petit à petit, au fur et à mesure du temps, je le fais avec beaucoup de précautions, je finis par rencontrer les gens. Les vrais. Les vrais ? Oui. Ils se reconnaissent ? Il n'y en a pas longtemps. Oui, ils adhèrent tous au truc. Et même ceux qui sont une synthèse de plusieurs, ils disent c'est moi. Bah en fait, les gens ont tendance à se reconnaître même quand ils y sont pas. Ils préfèrent y être que pas y être. Mais en fait, c'est surtout que ça tourne autour de. Il y a 3 personnages essentiellement qui sont des personnages chimiquement purs. C'est-à-dire que c'est les personnages de fiction. Le directeur de cabinet ? Il y a le directeur de cabinet, il y a le conseiller Moyen-Orient et le ministre, essentiellement. Et j'ai rencontré le conseiller Moyen-Orient il n'y a pas longtemps, et c'était tordant parce que c'était le même. Et surtout, il n'y a pas les voix dans la bande dessinée, mais j'entendais l'imitation qu'en faisait Abel Lanzac, et je l'ai vu, c'était marrant, c'était exactement pareil. Vous aviez le même devant vous. Il y avait les expressions, c'est-à-dire qu'il arrivait à modéliser les expressions, il arrivait à parler comme les personnages qu'il a rencontrés, même s'il peut leur faire dire des trucs qu'ils n'ont pas dit, mais ils auraient pu le dire, ou leur faire dire des trucs qui ne les concernent pas du tout, mais le dire à leur manière. Et ça, c'était très très drôle. Le pari, c'était quand même de tirer d'un personnage que vous ne connaissiez pas, Villepin. Oui. Mais qu'on vous racontait donc de manière formidable, mais de tirer un personnage qui s'éloigne de lui quelque part, parce qu'il fallait qu'il y ait une surenchère, fallait qu'il y ait un... vous jouez beaucoup sur l'excès du personnage, sur l'excès dans le brio, l'excès dans l'insupportable, c'est un personnage excessif, c'est un personnage, je vais dire ça avec une tonne de guillemets, c'est un personnage de bande dessinée. Tous les trucs les plus bizarres et les plus excessifs sont les plus vrais. C'est-à-dire qu'à la limite, c'est les moments où on est plus raisonnable et on avance dans l'histoire de manière plus rationnelle et d'une manière... Généralement, c'était presque des passages obligés pour qu'on comprenne. Mais les moments où il y a le plus d'excès, c'est les plus vrais. C'est pas du tout des trucs inventés. Pour vous donner l'exemple, le truc que je disais à chaque fois, c'est que les sentiments qu'on éprouve, surtout quand on est dans une situation excessive, troublante, qui fait peur, qui rend nerveux, etc., on a des sentiments excessifs, selon sa personnalité, mais on éprouve toujours des choses excessives. On ne voit pas les choses d'une manière linéaire. On n'est pas soi-même linéaire. Le sentiment de réalité n'existe pas. C'est exactement la même chose que quand vous regardez autour de vous, vous avez une espèce de vision comme ça, plus ou moins 180 degrés. En réalité, vous ne voyez pas une fresque détaillée. Vous voyez des éléments. Et en fonction de votre état d'esprit, vous
des fois de moins en moins, vous ne faites même pas attention au décor, mais vous faites attention à une personne, deux personnes, ou à autre chose, ou un détail. Et finalement, vous voyez que ça. Donc, comment le représenter? Quel est le choix? Est-ce qu'il faut tout dire ou est-ce que... Bon, voilà. Donc, en fait, la réalité, elle est relative. Et Abel Lanzac, il me disait... Je lui disais, mais quand t'attendais... Je posais des questions très précises, et lui, il savait aussi me dire des choses très précises. Il disait, j'attendais, et puis au bout d'un moment, je m'endormais un petit peu. C'était le premier rendez-vous que j'avais avec lui après des années, parce qu'il avait déjà travaillé avec lui auparavant. Et il dit, je me souviens d'une énorme main qui a foncé sur moi et qui m'a dit, comment ça va? Et immédiatement, je dis, il faut pas tourner autour du pot. Je dessine une énorme main qui dit comment ça va. Ouais. Et il est gigantesque, parce que c'est l'impression qu'il a eue à ce moment-là. Et alors, au moment de la sortie du deuxième, vous avez fait une interview, vous avez dit que ça avait été très difficile, beaucoup plus douloureux, beaucoup plus difficile. Oui, parce que le deuxième, c'est une narration, justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le premier est une série de scènes qui étaient plus immédiatement jouissives à faire, parce que même si elles sont prises dans une chronologie et une logique de narration, on voit les enjeux qui se trament, qui vont être développés. Ça permettait de faire des scènes qui, d'un point de vue dramatique, n'avaient pas forcément un lien immédiat entre elles. Les personnages se développaient dans... C'était une chronique, quoi. Voilà, une scène de cette vie. Là. Puis des fois, les scènes avaient un lien, où il y avait un rappel de ce qui s'était passé avant, on voyait bien vers quoi on allait. Donc l'écriture du deuxième était plus difficile parce que c'est tenu par un enjeu. Un enjeu qui était réel. Et un enjeu que tout le monde connaissait, qui était quand même le fameux discours de l'ONU. Qu'on connaissait la résolution. Et puis, qui n'était pas seulement le discours de l'ONU, qui était vraiment la bataille qui était menée. Oui, la bataille contre... Voilà. Et qui avait eu dans les faits un aspect assez fastidieux. C'est pas Villepin qui m'a intéressé en premier lieu. C'est la rencontre avec Abel Lanzac. Mais s'il avait travaillé dans un bureau de poste, on aurait fait un bureau de poste. Et ça aurait été aussi intense. Villepin, c'est un prétexte en fait, mais en même temps, c'est un prétexte qu'on a utilisé jusqu'au bout. C'est-à-dire que le but, c'était de coller le plus possible, enfin, de donner un sentiment de vie, donc d'aller même plus loin que la réalité pour être vraiment réel. Pour décrire la réalité, on doit faire plus que la réalité. Et maintenant, tel que les choses se sont passées, ça n'aurait pas de sens de décrire Villepin tel qu'il est maintenant. Si Villepin revenait aux affaires, vous retournez sur ses traces? Non, c'est une affaire close. Ouais, au bout d'un moment, il y a un peu de fatigue. Il y a un peu de fatigue, mais j'ai d'autres projets avec Abel Lanzac. J'ai d'autres projets parce que c'est quelqu'un qui a une expérience très riche. Et puis, je pense qu'on parlera à nouveau de ses expériences et aussi des projets de fiction. Merci beaucoup. On attend le film qui a une sortie prévue. À l'automne. À l'automne. Octobre, je pense. Je dis ça avec réserve, mais c'est les dates qui circulent. Le tournage est terminé. Le tournage est terminé, oui. Là, il est fini le montage. Voilà. Donc on aura le plaisir de retrouver Quai d'Orsay avec Thierry Lhermitte, qui est un bon choix par ailleurs. Je trouve ouais, Thierry Lhermitte et les autres acteurs. Personnage est excellent et très drôle. Il y a Raphaël Personnage, Thierry Lhermitte, Julie Gaillet, Nils Heistrup. Voilà, enfin, il y en a plein. Merci encore infiniment, c'était passionnant. Merci. Merci à vous.